Qu'est-ce que la dynamique d'équipe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Bérangère Breteau. Je suis Catel de la chaîne Apprendre à mieux communiquer. Et sur cette chaîne, je vous partage des astuces et conseils pour améliorer vos relations, autant personnelles que professionnelles. Alors abonnez-vous. Et aujourd'hui, j'accueille Bérangère Breteau pour nous parler de dynamique d'équipe. Bonjour Bérangère. Bonjour Catel. Bérangère, tu es auteur, conférencier, ancien entraîneur pro de volleyball et coach d'équipe en entreprise. J'ai plusieurs questions pour toi. Et tout d'abord, qu'est-ce que la dynamique d'équipe? Alors, la dynamique d'équipe, peut y en avoir plusieurs déjà en fonction de la spirale de victoire ou de défaite dans laquelle on est, ou au contraire des choses complètement molles, quand il se passe rien dans une équipe et puis qu'on commence un petit peu à s'embêter. Donc une dynamique d'équipe, eh ben, c'est un phénomène collectif, qui est lié, au contexte de l'équipe, à ses résultats et puis aussi aux différentes personnalités qu'il y a dans l'équipe. La culture de l'équipe dans son mode de fonctionnement, dans ses relations interpersonnelles. Et tout ça, ça crée eh bien ou quelque chose de vertueux qui va porter l'équipe euh, avec des relations qui sont agréables, ce qu'on rêve tous de vivre, euh, ou alors complètement à l'opposé. Et puis entre les deux, bah, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel évidemment. Mais à l'opposé, eh bien des relations qui sont tendues, de la performance qui n'arrive pas, et puis des fois on peut voir du mal-être, on peut voir des gens qui quittent l'entreprise, voilà, ou dans le sport des entraîneurs qui sont licenciés. Donc ces dynamiques collectives, elles sont importantes parce que à la fois on peut gérer des individus quand on est manager ou entraîneur, euh, mais pris ensemble, ça crée encore autre chose. Et donc il y a dans le management deux volets importants. Il y a individuellement prendre en charge chaque personne et puis l'accompagner à grandir. Mais aussi après, dans son ensemble, eh bien, prendre l'équipe et comprendre sa dynamique collective pour pouvoir manager le système et non pas que l'individu. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment justement tu es arrivé à ces gestions de dynamique d'équipe? Alors, ben, comme tu m'as très bien présenté, voilà, j'ai été 13 ans entraîneur professionnel de volleyball dans une première partie de ma vie. J'ai pris une équipe à un petit niveau régional. C'était pas mon métier au départ, et puis on est monté régional 1, national 3, national 2, Pro B. Et donc ça fait 5 montées avec tous les 3 ans une montée. Et en fait, alors quand on regarde comme ça dans l'ensemble, on peut penser que c'est une espèce de courbe, enfin de pas de courbe d'ailleurs, de ligne droite très linéaire de résultats très performants. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'on est monté d'une division, bah, il y a eu des spirales de défaites. On était à chaque fois au bord de la relégation. J'ai été à deux doigts de me faire virer plein de fois. Et puis finalement, la dynamique collective s'est inversée. Et puis on s'est maintenu de justesse. L'année suivante, on a réussi à faire un milieu de tableau, puis l'année d'après, on est monté. Donc en fait, ça m'a intéressé ces dynamiques collectives parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on enchaîne comme ça une défaite alors qu'on est à deux doigts de gagner, mais on n'y arrive pas? Et puis à l'inverse, les années où on monte, qu'est-ce qui fait que les matchs qui sont très serrés, on les gagne à chaque fois? Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner, à faire des formations, pas liées au sport, mais liées au coaching en entreprise. Et puis sur les dynamiques collectives spécifiquement, les neurosciences aussi, d'un point de vue un petit peu plus individuel. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, j'ai commencé à intervenir en entreprise. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis en entreprise. Et les dynamiques collectives que je voyais dans le sport, bah, je les retrouve de la même manière au sein des organisations, que ce soit dans des équipes, dans des systèmes. Bah, il y a aussi des spirales de défaites, de victoires. La nature humaine est la même, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Donc voilà, je me suis passionné de ces sujets-là. J'ai rencontré plein de gens passionnants également. J'aime beaucoup la recherche aussi, donc j'aime beaucoup chercher. Et puis maintenant, bah, au bout de 26 ans à expérimenter dans le sport et dans l'entreprise, eh bien, c'est vraiment un sujet sur lequel je développe une expertise assez fine, mais qui est sans cesse remis un petit peu sur la table parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on en apprend tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler des principes de la dynamique d'équipe?
Alors, ah bah oui, bien sûr. On en reparlera, je pense, un petit peu plus tard, mais j'ai sorti un livre sur ce sujet-là, parce que quand j'ai été entraîneur professionnel, ben, en commençant à me former, en fait, j'ai essayé de modéliser certaines choses. Alors au début, c'était un petit peu chaotique, mais ça me donnait quand même des points de repère. Et puis petit à petit, ça s'est affiné sur un modèle. Et ce modèle, en fait, ce qu'on peut appeler un modèle cellulaire, qui est un peu comme une cellule avec une membrane et puis un noyau au centre, et puis on va mettre les différents éléments d'une dynamique d'équipe dedans. Et si on doit un peu les répertorier, un des premiers éléments, en fait, c'est la relation de confiance qu'il peut y avoir entre le manager de l'équipe et puis les leaders de jeu. Ça, c'est fondamental parce que s'il y a pas ça, il y a pas grand-chose. Donc, manager cette relation de confiance, c'est vraiment important. Ça, c'est un des premiers paramètres, sans tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde non plus, parce qu'il y a des gens avec qui, plein de raisons, eh bien, c'est pas forcément les personnes sur lesquelles il faut investir de l'énergie. Mais en tout cas, il faut quand même avoir une partie, on va dire, des leaders de jeu avec soi si on veut créer une dynamique positive, vertueuse. Sur les autres, il faut lâcher prise. Il faut faire ce qu'on appelle de la contention. Un outil qui est plutôt sympa qui s'appelle la stratégie des alliés qui permet justement de cartographier un petit peu tout ça et puis de mettre en place une stratégie. Parce que la dynamique d'équipe, c'est beaucoup de la stratégie. Alors ça, c'est un des premiers points. Après, il y a aussi la capacité à manager le contexte de l'équipe, c'est-à-dire la réalité, on peut l'avoir de plein de façons différentes. Le verre, il est à moitié vide, il est à moitié plein. Ce qui arrive à une équipe, son environnement, son contexte, eh bien, la capacité du manager à donner du sens en fait au réel, du sens plutôt constructif. Ça veut pas dire qu'il faut tout positiver. C'est important quand même d'avoir une vision qui permet bien, de façon très factuelle, de pouvoir donner des perspectives, de pouvoir donner du sens à des choses qui sont dures, de pouvoir de rester constructif, même si les choses sont pas tout le temps positives. On peut quand même garder une attitude constructive. Et ça, c'est quand même important de savoir utiliser le contexte à son avantage. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, qui arrivent à rebondir dans plein de situations. Il y en a d'autres qui subissent et qui se plaignent un peu plus. Et bien, quand on a la responsabilité d'une équipe, on doit, je pense, avoir ce talent-là de pouvoir faire des contraintes des opportunités. Donc ça, c'est un vrai état d'esprit et ça contribue à la dynamique collective. Une équipe, eh bien, elle a besoin de donner du sens à son environnement. Et ce sens-là, il a besoin d'être commun. Et pour qu'il soit commun, bah, il a besoin d'être partagé par des leaders et des managers qui vont ensemble eh bien, avoir une vision à peu près identique. Ça, on va dire que c'est le deuxième point. Après, tous les points, ils sont évidemment interconnectés, c'est-à-dire quand on va toucher un point, ça va en faire bouger un autre. Donc, mettre des choses dans des cases et des catégories, ben, c'est utile parce que ça nous permet de voir si, de cartographier, de voir si on n'a rien oublié. Mais en même temps, c'est beaucoup plus complexe que simplement mettre les choses, bien sûr, les unes à côté des autres. Après, il y a un deuxième point qui est important, eh bien, c'est cette vision que peut avoir le leader, justement. Mais la vision à plusieurs niveaux, c'est-à-dire comment je rêve que mon équipe joue ensemble dans ce mode de fonctionnement, comment je rêve de l'état d'esprit de mon équipe, comment je rêve de la raison d'être de mon équipe, du sens qu'on donne à ce qu'on fait, à ce qu'on produit. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de managers aujourd'hui qui sont dans l'exécution de la tâche pure et simple, purement et simplement plutôt. Et c'est ce qui manque beaucoup, c'est les managers qui rêvent, qui ont des utopies de vivre ensemble, qui ont des utopies de résultats, de production, mais en donnant du sens, pas simplement en disant on va produire plus, on va faire plus de chiffres. Alors ça peut être un objectif en soi, mais aujourd'hui on vit dans une époque en fait où cette nouvelle génération, mais pas que, hein, la mienne aussi, on a besoin d'avoir du sens, de donner du sens aux choses. Et ça part de la vision d'un manager. Alors ça, c'est un élément important d'une dynamique d'équipe. Cet élément-là, ça suffit pas à lui-même parce que de cette vision, il faut en faire une intention collective. Et donc ça, c'est un autre élément. C'est l'intention collective, c'est faire en sorte que, eh bien, on rêve tous à aller dans la même direction, qu'on ait une même vision de la stratégie, qu'on ait une même vision de, du timing, des actions qu'on va mettre en place, et que cette intention collective éveille le désir en fait de chacun. Alors ça, c'est un point encore un autre, on va dire un autre point qui est les envies et les besoins individuels. Parce que dans une dynamique collective, évidemment, qu'il y a le collectif, l'intention collective, mais chacun a ses propres envies, chacun a ses propres besoins. Eh bien, dans une équipe, il y a besoin
que le manager fasse, pas que le manager d'ailleurs, que chacun fasse attention aux autres en écoutant eh bien les besoins de Catel par exemple ou les besoins de Béranger qui sont pas du tout les mêmes hein, évidemment et dans le vivre ensemble, si on prend soin que du collectif et pas de l'individu, bah, ça fonctionne pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à se découvrir, à se connaître, savoir eh bien de quoi tu as besoin Catel pour te sentir bien dans un collectif, de quoi tu as besoin pour être performante. Et de la même manière, eh bien moi, je vais pouvoir exprimer mes besoins et mes envies et mes désirs. Et c'est quand on va les exprimer ensemble, eh bien que petit à petit, on va se retrouver en fait. On va pouvoir exprimer de la solidarité aussi quelque part, parce que s'entraider, ben c'est mieux se connaître et puis c'est pouvoir se mettre à disposition de l'autre. Mais si on se connaît pas bien et que on imagine que, alors qu'en fait on se connaît pas, bah, ça fonctionne pas très bien non plus. Donc ça, c'est un autre point important de la dynamique collective. Et puis après, il y a deux autres éléments qui sont vraiment importants. La confiance relationnelle, c'est-à-dire la culture qu'on va mettre en place dans l'équipe sur les relations interpersonnelles. Et je parle vraiment de culture parce qu'il y a des équipes où eh bien on se parle pas beaucoup, où on prend pas le temps vraiment de se découvrir, on se fait passer l'information. Puis quand ça va pas, des fois, ben on se dit pas les choses. Ou alors quand ça va pas bien, ben on se les lance à la figure un peu comme ça, un peu brutalement. Et s'il n'y a pas cette confiance relationnelle, eh bien, comme dans ce que je suis en train de vous décrire tous les éléments, ben, s'il y en a un qui va pas bien, l'ensemble des autres ne vont pas bien non plus. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont en interdépendance, mais ça doit faire partie d'une culture d'équipe qui doit être dans la conscience du manager. Et non seulement lui, il doit avoir certaines compétences et cette conscience-là, mais aussi les membres de l'équipe doivent l'avoir. Parce qu'il n'y a pas que la responsabilité du manager, il y a une espèce de savoir-faire plus que de savoir-être, c'est savoir-faire, parce que je pense que dans l'être, tout le monde a cette envie, mais après, dans le savoir-faire, ben, comment on communique ensemble? Est-ce que je sais bien dire les choses? Est-ce que je sais vraiment écouter? Est-ce que je comprends que les structures de personnalité sont différentes? Tout ça, ben, c'est des choses euh, qui font partie de cette confiance relationnelle. Et enfin, il y a une autre forme de confiance qui est vraiment importante dans une dynamique d'équipe, c'est la confiance à réussir. Et ça, c'est quelque chose, pareil, qui doit être cultivé. Si on a peu confiance, il y a plein de petits jeux qui permettent de le montrer. Si on a peu confiance, eh bien, on va pas réussir. Même, des fois, couper, une part de gâteau en 5, quand on commence à avoir la main qui tremble et une confusion mentale, ça peut être un petit peu compliqué. Donc on a probablement tous vécu des moments comme ça où, tout d'un coup, on est pris un petit peu par l'émotion, où on doute et puis on n'arrive même plus à faire ses lacets quasiment. Eh bien, en équipe, c'est pareil, sauf que, eh ben, ça se démultiplie, ça a un effet un peu exponentiel. Si on commence à perdre, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir confiance. On le voit notamment aujourd'hui, par exemple, avec l'équipe de France de rugby, où ben, ils ont surfé sur une belle vague avec Fabien Galtier pendant 3, 4 ans jusqu'à la Coupe du Monde, une espèce de point d'orgue. Et puis là, la Coupe du Monde à la maison, ça devient difficile, ils perdent devant tout le monde, et ça crée du doute. Et ce doute fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette équipe-là, qui était magique, devient un peu quelconque. Tout simplement parce que, bah, quand on doute, la passe, elle est un petit peu moins fluide, la réception de passe, elle est un petit peu moins précise. L'impact, au plaquage, eh bien, on sent qu'il est moins incisif. Et ça vient beaucoup du doute. Ça vient pas de tout d'un coup, l'équipe, elle joue mal parce que les systèmes de jeu sont pas bons, parce que l'entraîneur est pas bon. Enfin, je veux dire, l'équipe, elle s'est pas modifiée comme ça, en un claquement de doigts. Donc cette confiance à réussir, autant dans le sport que pour l'entreprise, elle est déterminante. Et ça, c'est des choses qui peuvent et qui doivent être managées individuellement et collectivement. Et donc après, si c'est collectif, eh bien ça devient culturel. Et c'est là où on a des équipes résilientes, qui s'adaptent, qui ont un esprit constructif. Il faut pas penser tout le temps positif, ça c'est une erreur. Mais par contre, rester constructif, ça c'est important. Et rester constructif, ça permet de se remettre en question, ça permet de regarder les vrais problèmes en face, mais sans se flageller, et de s'orienter plutôt solution que plutôt problème. Donc voilà, là on a à peu près tous les éléments d'une dynamique collective. Et ces éléments-là, eh bien, ils vont après derrière interagir les uns avec les uns et les autres ensemble, à travers, notamment à travers les croyances collectives qui vont être relayées par les leaders de l'équipe.
des croyances sur est-ce que ce qu'on fait c'est bien, est-ce que notre façon de s'y prendre c'est bien, est-ce que l'environnement dans lequel on travaille est le bon, est-ce que l'entreprise est la bonne, est-ce que le marché est le bon, est-ce que alors tout ça, ça va faire des croyances qui vont se cristalliser, on va dire, et qui vont donner un regard sur le réel un petit peu particulier. Et de par ces croyances, eh bien après il y a des émotions qui vont être vécues parce que l'état d'esprit, on va dire, de l'équipe, à travers tous les éléments que je viens de parler, en fait, tous ces éléments-là, eh bien, à un moment donné, ils vont trouver leur cohérence et leur stabilité, leur homéostasie, c'est-à-dire, il va y avoir, est-ce que notre intention collective est claire ou pas? Est-ce que les besoins et les envies individuelles sont respectés ou pas? Est-ce que notre croyance à réussir est bonne ou pas? Est-ce que notre confiance relationnelle est bonne ou pas? Est-ce que la relation manager, leader de jeu est bonne ou pas? Et tout ça, en fait, au bout d'un moment, eh bien, ça va faire une certaine, ça va se cristalliser dans une identité collective. Et ça se cristallise toujours, ça prend toujours. Mais des fois, eh bien, l'identité collective, elle va être de et bien, en fait, chacun est dans son coin, bah, ça fait partie de notre identité collective. On sait pas bien se dire les choses, ça fait partie de notre identité collective. La vision, bah, elle est pas très, très claire, bah, ça fait partie de notre identité collective. Et puis la confiance à réussir, ben, on verra bien quelque part. Ça fait partie de notre identité collective et puis notre manager, eh bien, ouais, il est sympa et puis il résout nos problèmes mais en même temps, est-ce qu'on se connaît? Bah, pas vraiment. Ça fait partie de notre identité. Alors évidemment, là, je dépeins quelque chose de plutôt négatif, mais c'est pour montrer que ça se cristallise aussi. Une équipe, ça prend ou ça prend pas. On dit des fois, mais si, ça prend toujours, mais pas forcément toujours dans le sens qu'on veut. Et donc, cette identité collective, eh bien, une fois qu'elle est cristallisée, elle va vouloir maintenir son équilibre presque à tout prix, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a des équipes, des fois, elles ont envie de changer, mais en fait, elles changent jamais, tout simplement parce que c'est pas forcément facile de faire changer un système qui s'est cristallisé d'une certaine manière. C'est possible, mais ça demande souvent des interventions un petit peu extérieures. Alors évidemment, c'est mieux quand ça se cristallise avec une vision très claire, avec une relation de confiance incroyable, avec des besoins et des envies qui sont respectés. Tout le monde adorerait vivre ça. Et puis on peut dire c'est un peu utopique, mais absolument pas. C'est complètement possible. Il y a des équipes qui le vivent vraiment. Je pense que première grande erreur dans laquelle on est tous en train de tomber, c'est justement de croire que ça c'est un rêve et que c'est un rêve inatteignable. Et pour moi, non, c'est une réalité vers laquelle il faut tendre. C'est une utopie qui est complètement réalisable. J'ai eu, moi, eu la chance de le toucher du doigt des fois avec certaines équipes sportives et aussi de le mettre en place avec certaines équipes d'entreprise. Alors, ça demande à changer ses habitudes. Ça demande à prendre du temps pour le faire. Mais par contre, après, eh bien, c'est beaucoup mieux de surfer sur la vague que de les prendre les unes après les autres en pensant que ça va jamais s'arrêter. Et j'imagine que du coup l'équipe gagne en efficacité et l'entreprise est plus performante Exact- aussi. Exactement, en fait. Exactement. Ça gagne en efficacité. Alors, ça gagne en efficacité. Pourquoi? Aussi parce que une fois qu'on a cette identité collective commune, qu'on a un certain état d'esprit qui soit constructif ou qui soit délétère, peu importe, eh ben, ça va générer de l'émotion. En fonction de ce qui va arriver dans l'équipe, une mauvaise nouvelle, même des fois des bonnes nouvelles vont se transformer en mauvaises nouvelles. Ça m'est arrivé des fois des équipes qui disent le moral à plat. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a trop de boulot et que on va pas y arriver, on va pas produire. Déjà, on est nanana, nanana, et là, on se dit, bah, c'est incroyable. Et les équipes qui râlent parce qu'elles ont dégoté des marchés incroyables qui donnent des perspectives incroyables. Sauf que, ben, comme la communication avait pas été managée, eh bien, et que les perspectives avaient pas vraiment été données à l'ensemble de l'entreprise, tout le monde pensait que c'est qu'ils allaient subir, alors qu'en fait, non, ils allaient se développer sur plein de points. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que l'émotion générée en fonction du contexte, quel que soit le contexte, eh bien, va générer après derrière des comportements et ces comportements, ils vont être de 3 natures. Ils vont être où on a envie d'y aller, on a de l'enthousiasme, de la créativité et donc de la performance, ou alors, ben, on va avoir, tendance à résister, à lutter et donc là, bah, toute l'énergie plutôt que de la mettre dans la production et la créativité, elle est sur replie sur soi et puis, on critique, on râle et on tourne en rond souvent dans nos résolutions de problèmes. Ou alors il y a une forme d'indifférence et ben là, évidemment, les équipes où il y a de l'indifférence, eh bien il y a peu d'énergie mobilisée dans la tâche, donc peu de performance.
Donc ouais, in fine, il y a du mieux-être, évidemment, quand on manage ces éléments-là et une meilleure performance. Aujourd'hui, si on demande à la plupart des équipes, en termes de pourcentage, tu vois, à combien elles fonctionnent par rapport à leur potentiel maximum, la réponse est quand même très mauvaise. La plupart du temps, on est autour de 50%. C'est quand même très très loin de ce que les équipes elles pourraient donner et très frustrant surtout parce qu'on se dit moi je donne tout. Alors ça veut pas dire que les gens sont à 50%, hein. Tout le monde donne à 100%, voire même encore plus. C'est pour ça qu'il y a plein de phénomènes de burn-out. Mais en même temps, pris collectivement, on se dit, bah, on est à 50% de ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi tout le monde est à 50%? Tout le monde est à 100%, pardon, et au final, eh bien, on a l'impression d'être à 50%. Bah, tout simplement, c'est dans notre fonctionnement collectif, il y a plein d'énergie dispersée. Et le management des dynamiques collectives, en fait, sert justement à faire en sorte que cette énergie ne soit pas dispersée. Ce qui fait qu'après, on se sent vachement mieux quand même. Quand on a l'impression d'être utile dans un système et que ce système est vertueux. Mmh. OK, très bien. J'imagine que tout ça, tu en parles dans ton livre et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Alors, équipe gagnante, eh bien, tout ce que je viens de vous dire, en fait, j'ai eu envie d'écrire un livre hein, parce que au bout de plein d'années à expérimenter ce modèle et voir qu'en fait il fonctionne aussi dans l'entreprise, eh bien, je me suis dit, allez, c'est le moment de contribuer en fait quelque part j'en parlais tout à l'heure, à faire en sorte que on croit que c'est possible. Euh, on croit que c'est possible de performer et de se sentir bien et de s'épanouir dans des organisations. On peut pas réussir seul, on vit en société, on vit dans des systèmes, et je pense qu'il y a besoin de réinventer un peu nos manières de fonctionner. Mais pour réinventer nos manières de fonctionner, il faut qu'on en ait une vision claire et il faut qu'on ait la croyance à réussir. Justement, donc j'ai tout ce que je dis dans les dynamiques collectives, eh ben, j'ai essayé de l'incarner à travers ce que je fais, donc donner une vision claire. Et pour ça, eh ben, je m'appuie sur les grandes histoires du sport collectif français parce que on a un vrai talent aujourd'hui en France, c'est le sport collectif, hein, la performance dans le sport collectif de très haut niveau. On gagne en football, 2 fois champion du monde, on gagne en volleyball où on est champion olympique, on gagne en basket, on fait partie des meilleures nations mondiales, on a été champion d'Europe et derrière les États-Unis, je pense, et l'Espagne, enfin, on fait partie des meilleures nations. Au handball, bah, on n'en parle même plus tellement on ramène de médailles. Là encore, sur la fin d'année, 2023, début d'année 2024, on est champion du monde en filles et champion d'Europe en garçons. Donc il y a un savoir-faire qui est incroyable, alors que on est un pays qui investit vraiment peu de moyens par rapport à d'autres dans le sport. Et donc d'où vient ce talent? Parce que quand on regarde les équipes jouer, on voit que les sportifs sont hyper heureux. Ils nous parlent tous de façon incroyable du vivre ensemble, du plaisir qu'ils prennent à jouer et on voit des performances et des gestes dingues dans des situations de stress maximum. Donc c'est intéressant de décortiquer en fait ce qui s'est passé dans toutes ces grandes histoires du sport collectif français. Moi, j'en prends plusieurs, notamment France 98 avec Aimé Jacquet où j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone et d'échanger avec lui. Plus récemment, eh bien le titre des volleyeurs français quand ils sont champions olympiques avec Laurent Tilly, ben pareil, on a pris le temps de décortiquer avec Laurent Tilly les 9 ans de quête olympique qui font que enfin, alors que le volleyball était une toute petite nation il y a encore pas si longtemps, eh bien aujourd'hui elle fait partie des meilleures nations mondiales. La même chose avec le handball, comment passer des barjots aux experts et faire une performance durable. La révolution d'Yannick Noah sur le management avec la Coupe Davis. Voilà, il y a plein comme ça d'histoires qui ont marqué en fait justement bah, l'histoire du sport collectif français. Et je décortique ça et je le mets un petit peu à la lumière des dynamiques collectives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, eh bien, je prends l'autre côté entreprise en montrant à travers des histoires que j'ai moi-même vécues dans plein d'entreprises, que ce soit des grands groupes du CAC 40 ou des entreprises, des PME de fabrication de ressorts industriels, par exemple. Eh bien, ces dynamiques collectives, on voit bien qu'elles peuvent être les mêmes et que ce qui est possible on va dire dans un domaine, c'est-à-dire le sport collectif de haut niveau, eh bien est possible aussi en entreprise. À partir du moment où on tient en compte ces différents paramètres, qu'on les manage et qu'on a cette envie en fait de vivre ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette envie viscérale en tant que manager, en tant que dirigeant d'organisation et d'un système, de se dire, eh bien, moi j'ai envie de vivre ça. Ça donne du sens à ce que je fais.
autant dans cette, justement, dans cette confiance relationnelle et dans cette aventure humaine que dans ce qu'on a envie de produire et ce à quoi on a envie de contribuer. Et c'est cette cohérence-là qui va amener de la performance. Et Équipe gagnante, ce livre, j'ai voulu transmettre ça parce que après avoir enseigné dans différentes écoles de coaching d'entreprise, j'en ai fait trois. Je me suis formé dans trois écoles différentes. Après, j'ai été formateur de coach dans trois écoles différentes, dans ces trois mêmes écoles en fait. Et donc, à force de transmettre par-ci par-là, je me suis dit allez, je vais le faire un petit peu plus largement. Je vais partager tout ça et voir à quoi ça peut contribuer. Voilà, donc Équipe gagnante, un livre formidable. Je vous invite tous à le lire. Il n'y a pas que des histoires de sport. En fait, si un petit dernier mot, un dernier mot peut-être par rapport à Équipe gagnante. Et bien sûr, vous allez trouver des histoires de sport parce que je suis passionné de ça et que j'ai essayé de les rendre passionnantes. Parce qu'à mon sens, il y a être passionné et rendre les choses passionnantes, c'est deux choses qui sont très différentes. J'ai essayé de les rendre passionnantes et après je les ai éclairées à la lumière, mais des neurosciences, mais aussi de la psychologie, de la sociologie, des théories des organisations. Voilà, il y a pas mal de sciences, on va dire, qui se sont alliées, qu'on fait équipe justement pour pouvoir donner du sens à tout ça et rendre les choses compréhensibles et pas juste des fois on dit ah c'est un petit peu ésotérique les dynamiques collectives parce que c'est très subjectif en fait. On n'est pas dans de la production pure et dure. Et on parle de soft skills, et ben il faut les rendre visibles et palpables. Et donc pour ça il y a besoin de science, il y a besoin de matière. C'est ce que j'ai voulu apporter à travers ce livre-là. Voilà, je pense que chacun peut s'y retrouver. C'est donc à recommander tout particulièrement aux managers? Ouais, alors tout particulièrement aux managers, bien sûr. Les entraîneurs vont trouver aussi des choses très intéressantes. Et à dedans, dans le livre, hein, d'ailleurs, j'ai mis plein de petits QR codes à la fois pour orienter vers des vidéos qui permettent de voir concrètement, parce qu'on a la chance que le sport de haut niveau il est filmé, donc de voir concrètement certaines choses dont je parle, mais aussi des QR codes qui réorientent vers un espace ressources dans lequel, eh bien, pour aller plus loin, je partage ou d'autres histoires qui sont des fois un petit peu plus personnelles ou des outils très concrets qui permettent à des managers de pouvoir commencer à manager les dynamiques collectives. Et donc évidemment, ben oui, bien sûr, à recommander à tous les managers, aux dirigeants qui veulent avoir une vision globale de leur système, aux entraîneurs aussi, parce que évidemment ça parle de sport, donc les entraîneurs sportifs ont trouvé plein de petites pépites, notamment j'ai fait un podcast sur, je pense que, et là je vous invite les entraîneurs à aller voir, parce que moi j'ai cherché longtemps, très très longtemps à comprendre, et là enfin j'arrive à toucher du doigt un petit peu quelque chose de très précis. C'est sur les traumatismes en équipe, les spirales de défaite où l'équipe reproduit les mêmes schémas, par exemple en fin de match où l'équipe domine, elle arrive en fin de match, elle fait que perdre et elle enchaîne ça toute la saison, voire même pendant plusieurs saisons. Bref, des scénarios d'équipe qui se répètent parce qu'il y a eu comme une espèce de petit trauma ou de trauma tout court. Si on prend l'équipe de France de rugby, par exemple, perdre une Coupe du Monde à la maison, ben oui, c'est traumatisant, surtout pour une jeune équipe. Et donc, ça crée derrière des scénarios dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Bah, vous trouverez une vidéo notamment où ce phénomène-là est expliqué de façon très scientifique et surtout, eh bien, comment on fait pour en sortir. Oui. Donc voilà. Mais c'est pour répondre à ta question, Adèle, pas forcément que les managers, parce que eh bien, dans notre vie familiale, par exemple, on vit, même si c'est pas une équipe au sens où on doit produire quelque chose, quand on est parent, eh bien, on veut faire grandir ses enfants, évidemment, du mieux possible. Pour la plupart des parents, je pense, pour tous même d'ailleurs, je crois. Et pour ça, eh bien, il y a une forme de management en fait à avoir. J'en parle d'ailleurs souvent dans le livre. Je donne des exemples d'ailleurs personnels avec mes enfants. Et bien parce que c'est de la même manière quand on a la responsabilité de faire grandir quelqu'un, c'est toujours mieux quand on prend confiance en lui. Parler de la confiance à réussir, bien manager cette confiance, c'est important parce que notre identité, autant l'identité d'une équipe se cristallise avec les relais des leaders, les expériences, bon, il y a plein de choses dont je parle dans le bouquin. Mais une identité personnelle se cristallise aussi à travers la manière dont on interagit avec nos enfants, les expériences qu'ils vivent, la façon dont ils réagissent aux expériences qu'ils vivent. Et chaque enfant a sa personnalité. Il faut apprendre à écouter, découvrir et accompagner.
Et donc, bien, ce qui est valable pour une équipe est aussi valable pour un système familial, on va dire. Mmh. Donc, il y a plein de choses à prendre qui sont intéressantes. Maintenant, tu vas nous parler de l'importance de la communication dans la dynamique d'équipe. Alors, cette communication dans la dynamique d'équipe, c'est un élément central, et pour ça, eh bien, j'ai besoin de vous parler de la maturité collective. En fait, une équipe, elle a plusieurs manières de fonctionner ensemble, et dans notre jargon, on va parler de maturité collective. Cette maturité collective, eh ben, un peu comme un enfant, il a plusieurs stades, hein. Il a un premier stade où on a besoin en tant que parent de donner du cadre, d'être très présent. Et puis après, il devient un petit peu plus grand, on peut un peu plus échanger sur le sens, faire comprendre, et puis encore plus grand, il y a plus d'autonomie, il est responsabilisé sur certaines choses. Et puis après, c'est un jeune adulte avec lequel on échange, on va dire, à part égale. Et ben, une équipe, de la même manière en fait qu'un individu se développe, et ben une équipe apprend à se développer ensemble, et donc elle passe par certaines phases de maturité collective. Et aujourd'hui, on est encore un peu dans un fonctionnement en silo, avec beaucoup de personnes au sein d'une même équipe qui font leurs tâches, qui se font passer de l'information, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans un système où, on va dire, dans un système participatif? Ben, pas forcément. En parlant de maturité collective, on en vient forcément à parler de style de management. C'est-à-dire que il y a quatre grands styles de management. Il y a le management qui est très directif, et il a son sens, il a sa place. Il devient malsain à partir du moment où on est tout le temps directif et où on confond le directif avec l'autoritarisme. Mais une équipe, des fois, a besoin de dirigeants, même souvent d'ailleurs, qui sont clairs dans ce qu'ils disent, qui posent un cadre précis, qui donnent des consignes claires, et qui mettent en mouvement en fait une équipe en étant directif. Alors c'est valable aussi dans un contexte où il y a énormément de contraintes. C'est mieux à ce moment-là d'avoir un capitaine qui tient la barre quand l'équipe est dans la tempête que de demander l'avis à tout le monde. Sauf si l'équipe est prête à ça. Alors après, de l'autre côté, complètement, si on va complètement à l'inverse, il y a le participatif, l'espèce d'utopie aujourd'hui collective où tout le monde veut faire du participatif. Et donc, ben, malheureusement, on passe d'une culture très directive, vous, à une culture très participative, et sans passer par les étapes. C'est un peu comme si on avait un enfant de 4 ans, on a toujours été un papa ou une maman proche, et puis tout d'un coup, on lui donne les clés du camion, on lui dit, tiens, vas-y, conduis le camion. Bah, c'est pas possible. Il faut passer par plusieurs étapes. Alors, les différentes étapes, eh ben, il y a un management, on va dire, qu'on appelle persuasif, même si j'aime pas trop le mot. En fait, c'est plutôt un management où on va donner du sens, on va expliquer, faire grandir en conscience sur, eh bien, par exemple, si on travaille ensemble, Catel, ben, peut-être, moi, je vais t'expliquer un petit peu plus mon univers, mon mode de fonctionnement, la vision d'ensemble, la vision globale de l'entreprise, et toi, peut-être aussi inversement. Enfin, on va, euh, on va, euh, on va donner du sens surtout, et beaucoup plus échanger. Et puis après, il y a un mode, ce qu'on appelle le mode délégatif, où là, ben, on va donner des zones de responsabilité de plus en plus grandes, parce que c'est bien de comprendre et d'avoir conscience, mais c'est bien d'expérimenter aussi. Et là, on a besoin de prendre des risques, de pouvoir débriefer, échanger. Il y a que là où on se rend compte finalement des vraies difficultés à vivre en équipe. Et puis, par exemple, si tu prends bien certaines missions où tu vas avoir la responsabilité de l'équipe sur un périmètre qu'on aura bien défini ensemble, là, tu vas te rendre compte de toutes les difficultés, tu vas monter, on va dire, en conscience et en compétence. Et puis petit à petit, comme ça, tu vas grandir comme tous les autres membres de l'équipe. Et on va pouvoir passer au participatif, où là, tout le monde ayant conscience à la fois mentalement, mais aussi dans l'expérience concrète du terrain, eh bien là, on va pouvoir décider vraiment ensemble, on va pouvoir échanger, on va pouvoir aller sur du vrai participatif. Aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui vont vraiment sur du vrai participatif. On demande les avis aux gens, on consulte, mais est-ce qu'on décide vraiment tous ensemble? Bah, il y a très peu d'équipes qui le font. Donc voilà, on a tendance à dire directif ou participatif. Ben non, entre les deux, il y a plein de stades de maturité à passer, une vraie stratégie à avoir.
Mais encore une fois, on ne peut se développer que si on a une vision d'ensemble et une conscience, parce que sinon, ben, on ne comprend pas par où il faut passer, puis on se développe pas. Alors, pourquoi je te parle de ça alors qu'on parle de communication? Bah, tout simplement parce que ce qui va permettre de faire grandir une équipe dans sa maturité, en grande partie, c'est aussi développer le savoir-faire dans la communication du manager, mais aussi et surtout des collaborateurs entre eux. Parce que c'est eux, quand on parle de maturité collective, c'est pas que le manager, c'est l'ensemble de l'équipe. Donc, eh ben, c'est toujours mieux de savoir, bien, par exemple, comment j'exprime mon besoin, de comprendre nos différences qu'on peut avoir, peut-être. Par exemple, toi, tu utilises le modèle de la processcom. Ben, c'est un modèle parmi d'autres, mais c'est un modèle qui est très pratique parce que il permet au moins de comprendre, de prendre conscience qu'on a des portes d'entrée préférentielles pour pouvoir exprimer nos envies, exprimer nos motivations, et que si bien moi j'utilise la mienne, qui est par exemple dans le challenge, dans du sport naturellement, alors que toi tu es plus dans la relation, eh bien, tu vas peut-être te sentir agressé, alors qu'en fait, pour moi, au contraire, j'ai l'impression de te respecter parce que je te partage avec passion des choses qui me font vibrer. Et on va peut-être pas bien s'entendre, tout simplement parce que notre discussion n'est pas forcément au bon niveau. Et toi, si tu rentres en relation avec moi en prenant soin de la relation, eh ben, moi qui suis très dans le challenge, peut-être que je vais me sentir materné, que ça va m'agacer et je vais me dire, ben, c'est bon, ça va, je suis un grand garçon, on n'a pas besoin de prendre soin de moi comme ça. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et tous ces petits réglages, alors ça, c'est déjà dans la compréhension de nos différences. Mais après, il y a comment je suis en capacité d'exprimer mon besoin. Ça, c'est encore autre chose. Là-dessus, il peut y avoir la communication non violente, il y a plein de techniques, le desk, enfin, il y a plein de techniques qui permettent. Mais si on n'a pas la technique, on va comprendre qu'il faut exprimer nos besoins, mais on va le faire mal, maladroitement, et ça peut être même pire qu'autre chose. Et donc, si on n'a pas cette culture-là où moi je sais dire, mais si moi je sais dire et que toi tu sais pas écouter, ben c'est pareil, on a un problème. Toi tu vas le prendre mal et je vais me dire bon bah la prochaine fois je lui dirai pas parce que en fait quand je lui dis quelque chose elle se vexe, ça dégrade notre relation donc je préfère rien dire. Ou inversement. Et donc il y a besoin d'un peu de technique. Et malheureusement, il y a que ça qui permet à une équipe de gagner en maturité collective et de progresser. Parce que on aura beau mettre tous les systèmes opérationnels en place, les meilleurs du monde, si dans nos interactions, eh bien, on n'a pas appris en fait à rentrer en relation avec l'autre à travers une certaine forme de communication, bah, ça servira pas à grand chose. C'est pour ça que c'est important quand on est manager, à mon sens, d'avoir ça en tête pour se dire, OK, comment je vais développer ce savoir-faire en termes de communication au sein de mon équipe pour la faire gagner, pour la faire grandir en maturité collective et faire en sorte que ben, les membres de mon équipe soient plus impliqués, soient plus heureux, soient plus performants ensemble, parce que du coup, en communiquant mieux, bien, on va être plus créatif, on va avoir plein d'idées, on va développer ce qu'on appelle une forme d'intelligence collective. Et c'est là où, à partir du moment où cette intelligence collective se développe, ben, que le 1 plus 1 égale 3, le fameux 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que ben, là où au début je vous disais aujourd'hui, sur mon deux équipes, à combien, sur une échelle, enfin sur un pourcentage, à combien elles fonctionnent par rapport à 100% de leur potentiel, à 10-50%, ben là, on voit bien que 1 plus 1 égale 0,5, alors que 1 plus 1 pourrait être égal à 3. Et donc, pour ça, on a besoin de développer notre communication. Alors, est-ce qu'il y a une utilité à développer la maturité collective d'une équipe? C'est une bonne question parce que il faut différencier maturité collective et performance. Je vais donner un exemple. Si on prend l'exemple du handball français, au tout début, quand ils avaient encore jamais gagné de titre, c'est Daniel Costantini qui prenait en main cette équipe, qui est devenue l'équipe des Barjots. Donc une équipe d'inconnus, on va dire, qui tout d'un coup ramène une médaille de bronze olympique, la première du sport collectif français quand même, c'est un truc de dingue. Moi je me rappelle encore, j'étais à Saint-Palais, j'avais 12 ans ou un truc comme ça, c'était incroyable. Et après ils sont champions du monde. Et là, donc là, ils deviennent vraiment les emblématiques Barjots. Et après ça, petit à petit, ils commencent à gagner de plus en plus et ils deviennent les experts avec Claude Onesta. Et donc, ils passent d'un système directif avec Daniel Costantini, qui était un entraîneur vraiment dirigiste, directif, presque avec des méthodes militaires, à progressivement, en fait, c'est ça qui est intéressant dans leur aventure, en plusieurs années,
progressivement un système presque complètement participatif avec Claude Onesta. Alors ça, j'en parle dans le livre, il y a plein d'aides pour comment ils ont fait pour passer d'un point A à un point B, ça c'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi je prends cet exemple-là par rapport à ta question? Parce que ben, en fait, avec un système dirigiste, directif, avec Daniel Costantini, eh bien, ils ont été champions du monde. Donc, ils ont performé. Et c'est difficile de faire mieux que champion du monde. Donc, quand on parle de maturité collective, l'intérêt de passer d'un système dirigiste à un système participatif, c'est pas forcément pour gagner en performance, en tout cas immédiate, parce que bah, là, il y a un contre-exemple flagrant, c'est-à-dire de dire, ben voilà, regarde, ça fonctionne, ils sont champions du monde. Donc, il faut bien dissocier les deux. Par contre, une équipe qui veut gagner dans la durée, naturellement, comme un enfant, naturellement, ben, grandit, on peut pas faire autrement qu'on peut materner son enfant tout le temps, mais à un moment donné, il y aura une crise d'adolescence si on le materne trop, et cette crise-là, elle sera d'autant plus violente que le cadre sera trop serré. Donc cette équipe, effectivement, elle a gagné avec Daniel Costantini. Mais si on regarde dans le détail, on voit qu'à la fin du mandat de Daniel Costantini, il a dû transformer un petit peu son mode de management et passer un petit peu plus. Alors lui, il dit du participatif, mais si on regarde dans le détail, on voit que c'était pas du tout du participatif, mais plutôt du persuasif. Mais c'est déjà énorme de changer en fait, de passer d'une méthode militaire, même si, euh, encore une fois, il y a des préjugés derrière, parce que pour avoir échangé avec, notamment avec Vincent Desportes, qui est général des armées pour écrire mon livre, eh bien aujourd'hui, on a une représentation du système militaire qui est complètement erronée en fait par rapport à la façon dont ils managent leurs troupes. Mais bon, on a cette culture-là, on va dire quasi militaire, on va utiliser le langage même s'il il est plus approprié. Mais donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, ils gagnent avec cette méthode-là, mais que ben, plus ils gagnent et plus le temps avance, plus ils ont envie de faire autre chose, plus ils ont besoin d'autre chose. Et donc, l'équipe arrive à une forme de crise. Ils ne gagnent plus avec Daniel Costantini. Daniel Costantini est obligé de changer son style de management pour regagner une dernière fois avec eux et être encore une fois champion du monde. Et après, derrière, avec Claude Onesta, ils vont continuer à se développer et à grandir. Donc, on peut gagner, on peut être champion du monde avec un système dirigiste, sauf que eh bien des individus qui, à un moment donné, deviennent vraiment très bons et ont gagné, ont naturellement envie et besoin de grandir. Et une entreprise, c'est pareil. À un moment donné, il faut se dire où en est mon équipe dans son stade de maturité, parce que j'ai besoin de les faire grandir. Sinon, au bout d'un moment, il y a une forme de routine qui prenne tout le monde vers le bas. Et cette envie de se développer, eh bien, elle est forcément présente. Maintenant, je peux prendre d'autres exemples qui sont intéressants. J'ai connu des entreprises où le problème, tout le monde était démoralisé, le climat relationnel était pas bon, et le problème venait du fait que cette équipe-là voulait absolument vivre du participatif, alors qu'en fait, les gens, ils savaient pas travailler ensemble, et que dans la net, c'était des directeurs de très haut niveau, hein. Donc, tout le monde dans son champ de compétences était vraiment très très bon. Chacun pris individuellement en tant que directeur avec ses équipes fonctionnait plutôt bien. Mais quand on les mettait tous ensemble dans le comité de direction, ah, ils savaient pas fonctionner ensemble. Ils avaient toujours fonctionné en silo. Alors tant qu'ils fonctionnaient en silo, ça fonctionnait super bien. Mais à partir du moment où, il y a de ça quelques années, ils ont voulu faire du tout participatif, eh ben alors là, ça a été le début des difficultés, en fait. Et pour autant, dans leur tête, ils ne voulaient absolument faire du participatif. Ils voulaient pas lâcher le truc. Sauf que ben, ce qu'il leur fallait à ce moment-là, c'était plutôt un style de management directif pour reposer bien les choses. Et une fois que c'est posé, eh bien de se dire, OK, maintenant derrière, on va passer par étapes pour aller progressivement vers du participatif. Donc, il faut sortir de cette illusion que le participatif, c'est vraiment le Graal absolu, et non, pas forcément. Par contre, vouloir tendre vers ça, je trouve que c'est vertueux. Euh, Ouais. voilà. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, on a compris du coup. Ça se Merci. fait pas, ouais, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis des fois, on va tendre vers le participatif, on va faire des grandes avancées. Et puis le contexte devient vachement dur, le bateau tangue dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, avec le stress, il faut revenir des fois, pas tout le temps, mais il faut revenir des fois à un management un petit peu plus directif. Parce qu'il y a besoin de rassurer tout le monde, et il y a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un capitaine qui tient la barre dans la tempête, parce que ça rassure l'équipage. Donc,
Surtout, ne restez pas dans un style de management figé parce que il faut pouvoir être sur les quatre. On a forcément une préférence sur un ou deux, mais si on veut se développer et développer son équipe, je pense que c'est important de connaître les quatre et de savoir jouer et jongler un petit peu avec les quatre. Quel est ton rêve le plus cher? Mon rêve le plus cher. Alors, bah, ce serait que, c'est pas du tout égocentrique, hein, mais ce serait que ce que je partage dans le livre puisse se matérialiser vraiment concrètement dans notre société. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai écrit quelque part aussi, pour que les gens aient une plus grande conscience en fait de ce qui fait société, de ce qui fait équipe, de la façon dont un groupe ensemble forme quasiment un individu et que cet individu, eh bien, quand on en a conscience, eh ben, on en prend soin. On a tendance à vouloir l'exploiter. Et ressources humaines, d'ailleurs, c'est quand même un terme qui reflète bien les choses. On va exploiter nos ressources au maximum. Et je pense qu'il faut changer un petit peu de mindset complet, en fait. Parce que non, l'autre a des besoins, et si je prends pas soin des besoins de l'autre, à un moment donné, ben moi, je vais pas être bien non plus. Mon entreprise a des besoins. Si je prends pas soin de ses besoins, elle va pas être bien. L'environnement dans lequel je vis autour de moi a aussi des besoins. Si je prends pas soin de mon environnement, ben, à un moment donné, j'ai plus d'oxygène. Donc tout ça, je pense que c'est un mindset qu'il faut faire évoluer. Et voilà, mon rêve le plus fou, ce serait qu'on arrive à prendre conscience de ça. Ça serait un bon début. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive à prendre conscience que finalement, ce qui a toujours fait bouger les choses, ça a jamais été nos dirigeants qui sont à 0,1% de la population. Ça a toujours été la masse, en fait. La masse de gens qui tout d'un coup décident de eux-mêmes changer. Et parce que eux-mêmes ils changent, et bien ça fait changer au-dessus parce qu'ils disent ben, en fait là on se retrouve tout seul et on a besoin des gens. Donc pour faire en sorte qu'ils continuent à nous suivre, eh ben il faut quand même correspondre en fait à ce qu'ils ont besoin. Sauf que si nous on colle à un modèle et qu'on n'exprime pas nos besoins, on en revient encore au même, bah forcément, ils sont jamais entendus. Donc plus de gens vont pouvoir très clairement se positionner avec une vision des choses différente, une éducation aussi différente avec leurs enfants, que ce soit les instituteurs, les enseignants. Et les enseignants, je vous invite aussi à lire le bouquin, s'il vous plaît. Eh bien, plus on va développer cette conscience collective, plus de gens vont le vivre et l'incarner sans attendre que ça vienne d'au-dessus, et ben, plus le système aura une force importante pour bouger. Donc ça fait partie aussi des dynamiques collectives, c'est ce que j'écris dans le bouquin, ça fait partie des choses, avoir conscience de comment on fait bouger un système, ça permet de le faire bouger réellement sans se dire ben je le subis quoi en fait parce que finalement il y a des dirigeants au-dessus de moi, c'est leur boulot, ou parce que le système financier fait que, ou parce que la mondialisation fait que. Ben non, on peut retrouver des petites communautés de gens qui vivent ensemble des formes d'utopie dans leur façon de fonctionner et de vivre. Et puis ces petites bulles d'utopie, plus elles vont grandir et elles sont toutes différentes les unes des autres, et bien plus le système aura de changer. Voilà, mon rêve le plus, c'est ça. Quels sont tes projets? Alors mes projets, c'est de continuer. J'en ai plein. J'en ai plein, mais c'est de continuer en fait, de continuer ce travail de d'écriture. Alors quand je dis continuer ce travail d'écriture, c'est quoi? C'est pour moi le livre Équipe gagnante, c'est une première base. En fait. Et dans ce livre-là, parce que je l'ai voulu très fluide à lire et très, tu sais, avec plein de rebonds émotionnels. Enfin, ouais, c'est presque un roman en fait, avec une fin à la fin, enfin une fin, un dénouement, on va dire à la fin. Mais une fois que j'ai fini de l'écrire, j'ai eu un peu de frustration parce que je me suis dit, ok, c'est génial parce que la vision globale, elle est précise. Il y a de la structure, il y a plein de choses, mais il me manque les outils concrets du quotidien. Mais en même temps, il aurait fallu un bouquin de 900 pages, tu vois, pour mettre tous les outils qui permettent concrètement à quelqu'un, tu vois, de faire vivre ce qu'il y a dans le livre. Et donc, j'ai mis en place une formation. Je me suis dit, bah, je vais faire passer les outils par des vidéos.
tous les outils que je connais, qui m'ont été transmis par des coachs qui font ce métier-là depuis très longtemps, que j'ai moi-même après expérimenté, changé. Bref, j'ai pris le meilleur de ce qui m'est utile dans toutes les organisations dans lesquelles je passe. Et j'en ai fait des outils pour les managers, donc des managers coachs ou des coachs qui veulent être encore plus affûtés sur l'accompagnement des équipes et des managers ou des dirigeants. Et donc, bah voilà, mes projets, c'est de bien finaliser ça pour la sortie du livre. Tout est filmé, tout est monté, c'est en train de se mettre en place, tout simplement pour donner vraiment du concret. Et puis, autre projet, c'est de prendre eh bien une place sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé que par bouche à oreille, et c'était très bien comme ça, sauf que aujourd'hui, je vois plein de gens, quand on parle de dynamique collective, pour en revenir au sujet, eh bien, une dynamique collective fonctionne avec la vision que donnent des leaders. Aujourd'hui, dans notre société, les leaders, maintenant, on les appelle des influenceurs sur Internet. Et ces influenceurs-là, eh bien, ils ont un pouvoir très fort auprès de la jeune génération. Quand je dis jeune, moi j'ai 40 ans et je me considère encore comme la jeune génération, mais ma petite sœur, qui en a presque 10 de moins que moi, elle est encore plus à suivre des gens qu'elle aime bien sur Internet. Et alors ceux qui ont encore 10 ans de moins, encore plus. Et donc le pouvoir d'influence, il est beaucoup moins sur la télé, il est beaucoup plus sur eh bien, le choix qu'on fait sur les gens qu'on suit sur Internet. Et je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui prenaient beaucoup de place avec des choses sur lesquelles je suis pas forcément toujours d'accord. Et plutôt que de me plaindre, eh bien, autant que je prenne cette place-là et donc développer ma présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir transmettre au plus grand nombre des choses auxquelles je crois, qui peuvent être utiles pour des managers, pour des dirigeants, pour des parents, pour des enseignants, tous ceux qui en fait se posent la question de comment on pourrait développer notre fonctionnement collectif. Et puis continuer à écrire parce que l'équipe gagnante c'est le premier, mais il y en a déjà trois autres qui sont quasiment finalisés, mais qui sortiront quand ce sera le moment. Et aujourd'hui, bah, ma priorité c'est de vraiment pleinement propager, on va dire, ce mouvement d'équipe gagnante. En conclusion, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour les auditeurs ou est-ce que qu'est-ce qui devrait retenir de notre échange? Alors, s'il y avait une chose à retenir de ce qu'on s'est dit, c'est de garder au fond de son cœur, j'ai envie de dire, le rêve d'un fonctionnement collectif. On va nulle part si on n'a pas ça. Après, on connaît les leviers de dynamique, on les connaît pas. Évidemment, ça va être facilitant, mais d'abord avoir cette forme d'utopie collective et puis se demander ce qu'on peut incarner au quotidien par rapport à ça, quoi. Comment on peut avancer un petit peu plus vers ce rêve-là. C'est ça, surtout ça qui est important. Béranger, je te remercie beaucoup pour cette interview et toutes les précieuses informations que tu nous as partagées. Je remercie également tous ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous partagerai en commentaire les références du livre de Béranger ainsi que ses coordonnées si vous souhaitez le contacter. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter ou à partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Et je vous dis à bientôt.